Tout pour investir, le déchiffrage. Le déchiffrage de l'actualité économique qui est dense, évidemment. Le week-end a bien rempli nos têtes et nos cœurs. Nous sommes avec Gustave Sonden, le cofondateur de Colbert. Bonjour Gustave. Bonjour Lorraine. Avec également Mathias Bacchino, comme tous les lundis, directeur des marchés européens pour Trade Republic, en direct avec nous depuis l'Allemagne. Bonjour Mathias. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous sommes européens et cette connexion l'illustre, n'est-ce pas Mathias? On démarre avec vous. On va parler du retour de la volatilité. Bon, elle est de retour, nous on le savait parce qu'on en parle beaucoup quand même sur ce plateau, mais on avait tendance à avoir un petit peu oublié. Racontez-nous tout. Il est certain qu'après des marchés haussiers comme on a connu en 2024, on perd assez rapidement l'habitude de se confronter à des mouvements de marché très erratiques. Et là, comme prévu, et on l'a annoncé régulièrement depuis le mois de décembre à peu près, des nouveaux faits sont venus faire bouger les marchés de manière très surprenante et de manière très forte. Principalement les cryptos, avec la forte baisse de la semaine dernière et le rebond énorme, évidemment, suite à l'annonce de Donald Trump ce week-end. On a vu les marchés américains baisser, on a vu les marchés européens monter, on a vu l'or continuer de monter puis baisser et le pétrole se remettre à baisser. Et donc là, aujourd'hui, le message que je voulais faire passer, c'était tout simplement que celles et ceux qui s'en sortent le mieux en ce moment ne sont pas celles et ceux qui ont le mieux deviné ce qu'il allait se passer, parce que c'est très difficile de deviner ce qu'il vient de se passer. Celles et ceux qui s'en sortent le mieux en ce moment sont ceux qui avaient un portefeuille diversifié. C'est en ce moment, dans une période volatile comme ça, qu'on voit que ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui étaient le plus diversifiés, je ne sais pas comment le dire autrement, mais répartis sur différentes classes d'actifs. Et ça, c'est une leçon extrêmement importante, entre autres pour les investisseurs à long terme. Parce que dans les périodes volatiles, on voit les choses bouger, on a tendance à vouloir agir plus, alors qu'en fait, c'est souvent ce qu'on a fait avant, en l'occurrence avoir un portefeuille diversifié, qui permet de passer ce type de période de la manière la plus efficace. Voilà, un petit message pédagogique pour démarrer la semaine, parce que je voudrais pas que nos auditrices et auditeurs se jettent sur le FOMO dans cette période incertaine, parce que bien malin celui qui sait ce qui va se passer demain actuellement. Il y a quelque chose de très particulier quand on suit l'actualité financière des marchés, c'est qu'on se dit à quel point tout le monde a une mémoire de poisson rouge. Je vous avais rappelé que les marchés ont été haussiers pendant longtemps et ça nous a fait perdre à tous l'habitude d'être peut-être un peu vigilants. Ce conseil de bon sens de diversification, Gustave, on est censé le maîtriser? Comment, on va pas faire de la psychologie, on fera ça tout à l'heure avec Julien Ebenzel, mais comment on essaye d'aller contre ce biais de confiance, ça monte, ça va continuer à monter, et pourtant, oui, il faut toujours diversifier. Faut se rappeler effectivement que pour la première fois en 100 ans, pendant les 6 dernières années, vous avez eu 4 années de hausse de plus de 20% des marchés américains, donc c'est pas normal. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui sont rentrés dans les marchés dans cette période et pour qui, du coup, c'est normal. Entre 2000 et 2009, la croissance du S&P 500, c'est 0. 10 ans. Donc, tenez 0 en tant qu'investisseur, c'est un petit peu plus long. Donc, effectivement, cette diversification, elle est très importante pour un investisseur de long terme. Mathias l'a rappelé. Maintenant, je serais un petit peu plus nuancé que Mathias en disant ceux qui ont fait des choix un petit peu aussi de bon sens financier, en regardant, par exemple, la valorisation des différentes géographies et qui sont plutôt fiés à ces critères qui étaient un peu passés de mode au profit de la croissance, ils ont très bien performé puisque les marchés les moins bien valorisés en termes de multiples, c'était la Chine qui caracole aujourd'hui en tête et l'Europe qui fait un très bon démarrage aussi cette année. Donc la volatilité, ça ne veut pas dire la baisse uniquement, ça veut dire aussi les hausses et effectivement, je pense que le titre était bien choisi, c'est-à-dire la volatilité de retour dans les deux sens. Et c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, ceux qui ont choisi ces thématiques peut-être un peu moins à la mode sont rémunérés. On va reparler tout à l'heure de la tech chinoise qui effectivement démarre l'année en fanfare, mais d'abord pour revenir sur ces sentiments des investisseurs, le pessimisme est assez haut. Mais le Nasdaq aussi. Comment on explique ce qui pourrait sembler comme des contradictions ? Effectivement, on est donc à quasi plus haut historique. 60,6% des investisseurs considèrent que les marchés vont baisser. Jusque-là, rien de surprenant, si ce n'est le fait que normalement, on observe ces niveaux-là en pleine crise, au plus bas de la crise. C'est-à-dire que c'est vraiment quand on est dans le marasme que les investisseurs sont négatifs. Donc on voit qu'il y a peut-être une évolution de la psychologie des investisseurs, puisque les investisseurs aujourd'hui en haut de cycle, on est quasiment sur les plus hauts historiques malgré ces quelques replis sur le S&P 500 et sur bien d'autres indices.
les investisseurs aujourd'hui sont plutôt négatifs et attendent un recul. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Je pense que la première explication la plus évidente, vous aura pas échappé Lorraine, c'est le chaos géopolitique. Ouais. Ça c'est clair que on a 2 conflits très importants aujourd'hui à l'échelle planétaire. Un président américain qui a un style de communication sur tout un tas de sujets qui est quand même surprenant. Donc le chaos géopolitique, c'est indéniablement un fait. Maintenant, le deuxième élément, c'est peut-être un peu moins regardé, c'est l'euphorie des investisseurs particuliers. Donc aujourd'hui, là, sur les 20 derniers jours, vous avez les 20 derniers jours de bourse, vous avez 3 des plus gros jours de transactions pour les investisseurs particuliers. Et généralement, comme dit Warren Buffett, quand votre chauffeur de taxi commence à vous conseiller sur vos investissements, ça commence à sentir mauvais. Warren Buffett, qui, je le rappelle, est en cash de manière massive par rapport à ses positions habituelles. Donc ça, cette euphorie, c'est un fait. Et le troisième, on vient de l'évoquer en long et en large, c'est la volatilité qu'il y a sur les marchés. Donc vous avez peur de vous brûler et ça gêne un petit peu nos investisseurs. Donc ce pessimisme, il vient de ces 3 éléments et pas du fait que les marchés sont au plus bas. Mathias, vous voulez rebondir ? Oui, parce que pour une fois, et c'est assez rare, mais je ne suis pas d'accord avec Gustave, parce que la raison principale, en théorie en tout cas, du pessimisme des investisseurs devrait être le retournement du cycle de taux. Puisqu'historiquement, quand les taux recommencent à baisser, ce qui est le cas depuis plusieurs trimestres maintenant, eh bien, c'est la période pendant laquelle les marchés sont censés baisser, puisqu'on est censé être en récession. Ici, historiquement, dans le cycle économique et de sa corrélation avec les marchés, historiquement, c'est ce qui se passe. Et depuis 6 mois, on voit bien que les marchés n'ont pas énormément baissé, bien au contraire. Et donc, en fait, il est, à mon avis, probable que les investisseurs institutionnels, les grands investisseurs, soient un peu perdus face à ça. Et donc, c'est à mon avis plutôt ça qui explique la situation actuelle, parce que quand on regarde sur les 10 dernières années, la géopolitique a joué un rôle essentiel évidemment dans l'ambiance générale, et puis c'est par ailleurs un sujet en lui-même essentiel, mais dans son impact sur les marchés, je ne suis pas certain que ce soit un facteur déterminant. Je regarderai plutôt la santé des entreprises qui est restée bonne malgré le retournement du cycle de taux. Je regarderai plutôt le fait que, du point de vue des banques centrales, le retournement du cycle de taux s'est fait de manière plutôt bien pilotée, il faut dire ce qui est. Et donc, on a là une situation qui est nouvelle. Et c'est ça, à mon avis, qui cause cette incertitude. Les bouleversements géopolitiques, quand on regarde à nouveau dans les dernières années, n'ont pas tellement impacté les marchés. Sinon, le pétrole aurait baissé, ou enfin, il y aurait eu d'autres impacts sur le pétrole beaucoup plus forts ces derniers mois, par exemple. On va y revenir sur cette thématique de la géopolitique qui remplace ou pas les fondamentaux. Mot de la fin, Mathias. Juste un dernier mot, les investisseurs particuliers ont progressé et ils ne font plus uniquement des mauvais choix, heureusement, grâce au développement de l'éducation financière. Je voulais juste le rappeler. Gustave. Non, je pense que c'est une question de... Là, on parle du sentiment, pas forcément du rationnel qui explique ces décisions. Et le rationnel anime certainement plus les décisions des institutionnels. Et je vous rejoins, Mathias. Mais le sentiment... Enfin, j'ai essayé d'expliquer ce sentiment, mais effectivement, ça reste des supputations. Mais clairement, on ressent effectivement ce sentiment très profondément. Il suffit d'allumer n'importe quel média aujourd'hui pour le percevoir. On navigue entre FOMO et peur du crack. On verra ça, ces 2 extrêmes émotionnels tout à l'heure avec Julien Nebenzal. On fera ça vers 11h20. On voulait toucher un petit mot de la tech chinoise qui quand même démarre l'année plutôt bien. Bon, alors, en l'occurrence, c'était le cas jusqu'à cette nuit parce que les clôtures asiatiques étaient plutôt très dans le rouge ce matin. Mais bon, on va prendre un peu de perspective sur les 2 premiers mois de l'année. Gustave, ça vous intéresse ? On continue à avoir l'effet DeepSeek ? Je pense que c'est une partie de l'explication. Ça a été un catalyste. Maintenant, ça fait 4 ans ou 3 ans, en tout cas, que beaucoup d'observateurs attendent un retour de la tech chinoise. Ce qu'a rappelé DeepSeek, en fait, c'est que la Chine pouvait jouer les premiers rôles sur la technologie. Jusque-là, on se disait, la Chine, c'est quand même plutôt l'industrie ou des copycats américains. Là, DeepSeek a rappelé que la Chine pouvait rivaliser, y compris sur les sujets les plus stratégiques. Et ça, c'était ce catalyste. Maintenant, on oublie qu'il y avait déjà des grands champions, des big tech chinois, Tencent, Alibaba, Baidu. Donc, on a tout un tas d'acteurs chinois qui sont leaders au moins sur leur marché domestique et potentiellement sur leurs marchés mondiaux. Et là, c'est ce que nous rappelle ce début d'année avec un Alibaba qui fait plus de 50%, plus de 50% depuis le début de l'année. Tencent qui démarre également très bien à plus 15%, Baidu un peu plus modestement.
Et malgré ce rebond, donc pour le Hang Seng Tech Index, on est à plus 24% au global depuis le début de l'année. Malgré ce rebond très important, vous avez quand même, Lorraine, encore un décalage très très important en termes de valorisation, c'est-à-dire de PE ratio, donc de multiples, puisqu'on est autour de 25 sur les marchés chinois contre 34 sur les marchés américains. Donc il y a encore une grosse réserve de valeur, ou alors une réserve de correction. Il y a deux manières de l'interpréter côté américain, mais on voit que ces valeurs chinoises sont plutôt attractives. Et si votre objectif, c'est d'investir sur l'IA, croyez-moi, c'est aussi l'objectif de certains investisseurs chinois, comme Alibaba, qui investit modestement 50 milliards sur la thématique récemment. C'est un peu moins que les investissements qu'on a pu voir de l'autre côté de l'Atlantique. Mathias, cette tech chinoise en forme, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Et du point de vue de l'investisseur particulier, comment on manipule ces marchés en forme? Là, on a effectivement une série d'indicateurs, je dirais, plutôt positifs pour la Chine. Il y a eu effectivement cette percée DeepSeek et dont il va falloir voir dans les jours qui viennent si le gouvernement chinois met en place des mesures, entre autres pour lutter contre les tarifs et ainsi transformer l'essai, entre guillemets, DeepSeek. C'est-à-dire qu'on a des pouvoirs publics chinois qui ont eu des PMI manufacturiers, c'est-à-dire une activité industrielle qui semble plutôt bien se porter ces dernières semaines en Chine, donc une dynamique plutôt positive. Là aussi, DeepSeek qui a créé un appel d'air énorme, entre guillemets, pour des capitaux. Et donc la question, c'est que va faire le gouvernement chinois dans les jours qui viennent pour entretenir cette dynamique et transformer l'essai. Donc on reste, à mon avis, sur le narratif qui était celui qu'on avait présenté au début de l'année, à savoir que beaucoup de choses dépendront de la force du soutien chinois, du soutien du gouvernement chinois à sa propre économie. Et donc là, on est en plein dedans. Donc dans les jours qui viennent, je suis prêt à parier que le gouvernement chinois va prendre des initiatives favorables aux entreprises de tech chinoises, comme ils l'ont déjà fait la semaine dernière en rassemblant autour de Xi Jinping les grands patrons chinois, y compris le fameux Jack Ma qui a fait son retour à la table des discussions, ce qui était une grande surprise là aussi, puisqu'il avait été écarté par le pouvoir chinois de la direction d'Alibaba. Donc voilà, les Chinois semblent se mettre en ordre de marche pour assumer une position de leadership dans la tech. Et donc, voyons ce que les pouvoirs publics font. Parce qu'en Chine, beaucoup de choses dépendent évidemment des pouvoirs publics. Donc, voyons ce qu'ils font dans les jours qui viennent. Ça pourrait annoncer une nouvelle dynamique. Et comme le dit très bien Gustave, tout comme l'Europe, c'est un peu sous-valorisé par rapport à d'autres zones géographiques, effectivement. Petit retour sur la clôture des marchés asiatiques qui ont beaucoup hésité aujourd'hui face aux surtaxes douanières dont les États-Unis menacent le Canada, le Mexique, mais aussi la Chine. Et puis on attend effectivement des mesures de relance côté Chine. Et à Hong Kong, vous avez peut-être suivi cette grosse IPO, là, le champion du bubble tea qui a fait une entrée fracassante sur le marché hongkongais. Nikkei, je vous précise, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,69%. On avait un petit problème d'affichage pour vous qui nous suivez en écran précédemment. Mathias, on va finir sur un petit cocorico du lundi, parce qu'on aime bien se remonter le moral avec vous. On va parler d'Engie. Oui, Engie qui a eu une très belle performance la semaine dernière, puisqu'on était sur une assez forte hausse suite aux résultats. Et surtout des prévisions qui ont été revues à la hausse. Donc, Investir, que vous recevez tous les vendredis, est passé à l'achat sur Engie. Le dividende plancher a été remonté voilà, le rendement augmente et surtout on a de la visibilité. C'est pour ça que je voulais mentionner ce titre, parce que ce titre a communiqué une visibilité très claire, quoi, avec entre autres des prolongations d'accords sur des dizaines d'années, beaucoup un bénéfice net récurrent qui est prévu en hausse assez forte sur les années qui viennent. Donc, une feuille de route mise à jour pour 3 ans, de la visibilité, un marché évidemment porteur de la transition énergétique et un champion français. Donc, pourquoi ne pas le mentionner? Ça nous évitera de ne parler que des frasques d'Elon Musk en ce moment. Voilà, donc Engie, très bon résultat, belle performance, de la visibilité et des analystes à l'achat. Visibilité, ce qui nous fout tous. On va finir sur une petite note, si vous voulez bien, un petit peu cinéma à Hollywood pour commencer la semaine de manière glamour. Gustave voulait absolument revenir sur 1 milliard de plus. On parle de James Bond, Gustave. Oui, alors c'est une note plus légère, si ce n'est que, parce que finalement on mentionne à nouveau ces big tech américaines, ces GAFAM, parce que c'est Amazon qui a racheté en 2022
les droits d'exploitation de James Bond au travers le rachat d'MGM pour un peu plus de 8 milliards d'euros, enfin 8 milliards de dollars à l'époque. Mais Barbara Broccoli gardait justement, l'historique productrice de James Bond, gardait encore un regard sur les choix artistiques et notamment de casting. Et ils ont fini par racheter ces derniers droits très récemment pour un peu plus d'1 milliard de dollars. Donc, bon, si on est souverainiste européen, c'est pas forcément une excellente nouvelle, puisque finalement, encore un bel actif qui part outre-Atlantique et qui vient concentrer un peu plus la création artistique chez ces leaders tech américains. Donc, au-delà de la note un peu légère, c'est quand même une symbolique qui n'est pas forcément enthousiasmante pour tout le monde. Mais oui, ça n'est pas qu'un symbole, vous avez utilisé le bon mot, c'est aussi un actif. Et donc, c'est ce qu'on peut regretter ce matin. Merci beaucoup à tous les deux pour ce tour d'horizon de l'actualité économique. Mathias, on vous salue, bonne semaine en Allemagne. Mathias Bacchino, directeur des marchés européens pour Trade Republic. Et Gustave Sanden, cofondateur de Colbert, qui a quand même une petite annonce pour nous, parce que vous êtes un de nos fidèles dans l'émission, Gustave. Et moi, j'ai une question pour vous. Que veulent les investisseurs particuliers ? Eh ben, en réalité, ce que je pense, c'est pas grand-chose. La plupart des investisseurs particuliers, après en avoir conseillé certains, plus de 100 par an depuis quelques années, la plupart veulent pas grand-chose. Et si vous voulez, quand on parle d'investissement, on parle surtout d'un manque à gagner à expliquer, d'où l'intérêt d'émissions comme la vôtre, de toute la pédagogie, de toute l'instruction qui est faite sur les finances personnelles, parce qu'il faut expliquer ce manque à gagner, mais il faut aussi l'accompagner. C'est pour ça que le secteur de la gestion de patrimoine en France est aussi attractif. Ça se sait peut-être moins des particuliers, pour le coup, mais ce secteur, aujourd'hui, regroupe quasiment tous les plus grands fonds de private equity mondiaux, donc intéresse beaucoup. Mais il intéresse beaucoup parce qu'on se rend compte que, si vous voulez, pour convaincre les investisseurs particuliers de se responsabiliser, il faut certes de la pédagogie, certes de la tech, mais il faut aussi du conseil. Et donc, c'est CGP, si vous voulez, c'est conseiller en gestion de patrimoine, qui regroupe tous ces capitaux. Et aujourd'hui, on opposait un petit peu d'un côté le digital, les fintech, et le conseil de l'autre, comme si les deux ne pouvaient pas être réconciliables. Mais c'était peut-être plus le point de vue de l'offre que de la demande. Moi, j'en suis convaincu. Demain, les investisseurs, ils voudront les deux et ce ne sera pas négociable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer du coup qu'on va nous proposer depuis notre plateforme à des CGP de pouvoir utiliser tous les outils d'une fintech traditionnelle et de pouvoir donner le meilleur de leurs conseils à des investisseurs particuliers. Donc, on lance la première cohorte en ce moment, aujourd'hui, pour être plus précis. Donc, merci Lorraine de nous permettre de l'annoncer. Et on espère recruter beaucoup de nouveaux CGP pour accompagner les investisseurs particuliers avec les bons outils.